Bonjour mes chers élèves deuxième année baccalauréat sciences et technologies mécaniques. Je suis Agmarat Hussein, professeur au lycée technique Lyon. Je vous présente un cours très important dans votre programme du baccalauréat intitulé La mécanique des fluides. C'est la science des travaux dirigés, mais il m'apparaît très utile de commencer avec les notions de base de la mécanique de fluide. Voilà, la mécanique des fluides. La mécanique, c'est l'étude des mouvements, des vitesses, des trajectoires et les efforts, c'est-à-dire les causes de ces mouvements. Si la vitesse elle est constante, on va parler de l'hydrostatique. Si la vitesse n'est pas constante, on va parler de la dynamique. Un fluide, c'est seulement les gaz et les liquides. Il est dit fluide parce qu'il est facile de se déformer, à s'écouler. Il prend la forme du récipient. Si on prend par exemple un gaz ou un fluide et on le met dans un ballon, il prend la forme du ballon. Voilà, c'est pour cela qu'il a dit un fluide. Pour les fluides, on va parler de grands types de fluides. Un fluide parfait et un fluide réel. Il est dit parfait si au cours de l'écoulement, comme vous voyez ici, si au cours de l'écoulement entre deux fluides, la vitesse est perpendiculaire à la surface de contact. Un fluide réel, si au cours du mouvement entre les deux fluides, il y a un frottement, il y a de ce qu'on appelle la viscosité, il y a des efforts tangentiels qui résistent au mouvement. Maintenant, on va parler à quelques grandeurs fondamentaux de la mécanique des fluides, à savoir la masse volumique. La masse volumique, comme son nom l'indique, c'est le rapport entre la masse et le volume. C'est le rapport entre la masse et le volume. On les considère qu'il est constant. C'est une caractéristique très importante des matériaux. Deuxième notion, le débit volumique. Le débit volumique, c'est la quantité de volume écoulée dans un intervalle de temps déterminé. Comme vous voyez ici, voici un écoulement de fluide. Entre les deux sections, on vous considère que le débit il est constant, c'est-à-dire que le débit refoulé ou passé par la première section égale à le débit passé par la deuxième section. Après tout calcul, démonstration que vous avez fait dans le cours, le débit volumique égale à la section S1 fois V1 égale à aussi S2 fois V2. C'est une équation de conservation de débit. Maintenant, on va passer à la pression. La pression, c'est le rapport entre la force et la section. À savoir ici, que l'hypothèse ici que la pression elle est constante tout au long de la section des parois. Et aussi que la pression elle est normale à la paroi. Comme vous voyez dans les deux figures, si on réalise un trou dans les deux parois, on remarque bien que le débit ou bien que l'écoulement est perpendiculaire à la section dans cette paroi oblique. Dans cette paroi, aussi la même chose, la pression ou bien la force, elle est perpendiculaire aux parois. Très bien. Troisième notion, on va passer maintenant à des principes, à savoir le principe d'Archimède et le principe de l'hydrostatique. Le principe d'Archimède et le principe de l'hydrostatique, il est déduit du premier principe fondamental de la statique. Il n'y a pas de secret. Donc le principe d'Archimède, l'énoncé, c'est-à-dire que si un solide il est plongé dans un fluide, il va créer l'effort perpendiculaire qui va résister à son écoulement, à son mouvement. Cette force égale la masse volumique du liquide fois G fois le volume du liquide déplacé. Le volume du liquide déplacé ou bien volume immergé.
Voilà, dans cette figure, il y a un ballon qui est plongé dans un fluide. Il va créer l'effort perpendiculaire. C'est un effort d'Archimède, noté ici R. Il est pratiqué dans le centre de poussée. Il y a une autre, bien sûr, il y a une autre force de pesanteur P égale à la masse fois J. Deuxième notion, le principe de l'hydrostatique. Dans un bassin ou dans un récipient, la pression est inversement proportionnelle avec la hauteur. C'est-à-dire que la pression au point 2 est supérieure au point P1. Donc, le principe qui est déduit du premier principe fondamental de la statique, c'est que P1, la pression au point P1, moins la pression au point P2 égale à ρ fois G fois la différence de hauteur. Donc ρ, G, Z2 moins Z1 égale à aussi ρ, G fois H. Maintenant, après cette introduction des notions de base de la mécanique des fluides, on va passer à traiter quelques exemples classiques de la mécanique des fluides. Voici ici, comme vous voyez ici, un exemple classique d'un vérin, d'un cric hydraulique. Le principe est le suivant. On exerce une petite force F1 ici à ce niveau-là, sur ce petit piston. À la sortie, on aura une grande force. L'objectif, c'est de soulever des charges très grandes ou bien dans des procédés de fabrication. On peut aussi l'utiliser dans l'estompage, la matrissage, des procédés très connus en matière de production. Donc les données, l'exercice est le suivant. La figure ci-dessous représente un cric hydraulique formé de deux pistons, piston 1 et piston 2, de sections circulaires. Elles ont des sections circulaires. Sous l'effet d'une action sur le levier 1, le piston 1 agit sur le fluide, une force FP1 sur le fluide, sur l'huile. Cette force, l'huile agit à son tour. Elle passe par cette conduite forcée, elle va créer une grande force ici. Donc FP appliqué au point 2 de l'huile sur le piston numéro 2. C'est l'objectif. L'objectif, on crée la force, une petite force ici. À la sortie, on aura une grande force. Donc, très bien. Faites l'exercice chez vous. À votre avis, pour la première question, déterminez la pression au point PA, de l'huile au point A. De l'huile au point A. Qu'est-ce que vous pensez? Très bien. Puisqu'on a une force et une section, on peut déduire tout simplement la pression au point PA. Donc le principe de la pression au point A égale la pression au point A égale à la force le point A sur la section. Puisqu'on a une section cylindrique du piston 1, on a D1. On peut déduire tout simplement que la section égale à, ça vous le connaissez, on met RDM, PD au carré sur 4. Donc égale 4 F1, FA sur PD1 au carré. Il faut toujours laisser l'application numérique jusqu'à la fin. Très bien, vous avez maintenant le temps de réflexion. C'est un exercice facile à réaliser. Très bien. Donc la première question, c'est déterminer la pression au point PA, sachant que au point A, il y a une force FP1 de 150 newtons. Donc tout calcul fait. Donc la relation PA égale à la force au point A sur la section. Sachant que la section du piston, c'est une section cylindrique. De diamètre
D1. Donc la section, comme vous connaissez tous, c'est le 4. Très bien. Donc, égal à 4, FA sur PD1 au carré. Application numérique. Il faut toujours laisser l'application numérique jusqu'à la fin. Donc, application numérique. La pression PA égale 4 fois 150 sur pi. Le diamètre T1, c'est 10 mm. 10 mm au carré. Sachant qu'ici, on a le millimètre au carré, ici le newton. Donc égal à 4 fois 1,5 sur pi نضربها في 1. Égal à 1,9. 1,9, un newton sur le millimètre carré, c'est-à-dire le mégapascal. Ou bien 19 bar. 19 bar. Très bien. Deuxième question. Quelle est la pression? Quelle est la pression au point PB? Quelle est la pression au point PB? La pression au point PB, entre le point A et le point B, il y a un fluide. Donc, on va utiliser le principe de l'hydrostatique. Entre le point A et le point B, on va utiliser le principe de l'hydrostatique. Donc, deuxième mot, principe de l'hydrostatique. Principe de l'hydrostatique. PB moins PA égale à ρ de l'huile, fois G, fois ZA moins ZB. Toujours, il faut inverser ces indices. Donc, si vous faites par exemple PB moins PA moins PB, on a ZB moins ZA. Très bien. Puisque ZA égale à ZB, cette quantité égale à 0. Donc, PB égale à PA. Donc, la pression au point B égale à PA. Pourquoi, à votre avis? Très bien. Parce que ils ont le même Z. Donc, ils ont la même hauteur. Donc, ils ont la même pression. Ce sont des sections isobares. Donc, puisqu'ils ont le même Z, donc des sections isobares. Donc, ils ont la même pression. Donc, PB égale à PA égale à 19 bars. 19 bars, c'est une pression énorme. 19 bars, c'est une pression énorme. Très bien. Donc, troisièmement, on déduit l'intensité de la force F. On déduit, quand vous lisez on déduire, c'est-à-dire par rapport aux questions précédentes. Donc, on déduit, donc PB, plutôt PB égale à la force au point B sur la section B. Ce qui implique que la force au point B égale à PB fois la section B. Application numérique. La force au point B égale 19 bars, c'est-à-dire 10 fois 10 à la puissance 5. On peut ici faire une petite des unités. Vous avez 10 à la puissance 5, 1 bar égale à 10 à la puissance 5 pascal. 1 mégapascal égale à 10 à la puissance 6 pascal. Donc, 19 bars, 19 fois 10 à la puissance 5 fois la section. La section de section B, c'est une grande section.
Donc PB, P fois P sur 4 fois 100 mm, c'est-à-dire 0,1 mètre au carré, égale donc on a 0,1, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 1. Donc 19 fois 10 à la puissance 5 fois pi sur 4 fois 10 à la puissance moins 2 égale 19 sur 4 fois pi fois 10 à la puissance 3. On fait l'application numérique, 19 sur 4 fois 19 fois pi divisé sur 4 égale à fois 10 à la puissance 3 égale à 4 Newton. C'est une force énorme, permet de soulever la grande charge sans aucun problème. Deuxième exercice, c'est un exercice d'un glace, exercice de principe d'Archimède. La glace à moins 10 degrés Celsius a une masse volumique, ρ de la glace, 995 kg par mètre cube. Un iceberg sphérique, voici l'iceberg, sphérique de 2000 tonnes flotte à la surface de l'eau. L'eau de mer a une masse volumique, ρ, égale à 1025 kg par mètre cube. Déterminer la fraction F du volume immergé, c'est-à-dire la fraction F du volume, c'est-à-dire le pourcentage de l'iceberg immergé dans l'eau de la mer. Si il est totalement immergé, F égale à combien? Égale à 100%. S'il est totalement immergé, F égale à 100%. Très bien. On efface le premier exercice. Passez maintenant au deuxième exercice. Passons maintenant à déterminer la fraction F du volume immergé. Donc, je fais ici un petit schéma. Voici la glace. Elle est immergée dans l'eau de la mer. L'eau de la mer. Cette glace, elle est soumise à deux forces. Première force, c'est au point G, c'est le poids. C'est le poids P. Deuxième force, c'est une force d'Archimède. C'est une force d'Archimède qui est appliquée au point C. C'est un point de centre de poussée. Centre de poussée, il est dirigé vers le haut. Donc le principe fondamental de la statique appliqué à la glace égale à 0. Donc il y a P plus la force d'Archimède égale à 0. Donc première force, c'est la masse de la glace. Le poids égale à la masse de la glace fois G, porté par l'axe. L'axe, par exemple, de l'axe X, ou l'axe vertical, c'est l'axe Y. Donc, il va être dirigé vers le bas. Donc, moins mg porté par Y. Plus, la force d'Archimède, elle est portée vers le haut, égale à, comme on a vu dans la relation, égale à ρ du fluide. Le ρ de la fluide, c'est le ρ de l'eau de mer. Vous écrivez ρ de mer fois G fois le volume immergé. Porté par l'axe Y7, c'est la force d'Archimède. On a déjà fait ça dans le cours, la notion des cours. La force d'Archimède égale à ρ de fluide fois G fois le volume immergé. Jusqu'à maintenant, on n'a pas une information sur le volume immergé, égale à 0. On fait la projection sur Y.
tout calcul fait, au volume, le volume immergé fois ρ de la mer fois G égale la masse de la glace. La masse de la glace égale à combien? La masse de la glace égale à la masse d'une quantité physique égale à ρ de la glace fois le volume total. Donc la masse de la glace égale à ρ de la glace fois le volume total fois G. C'est prime G. Donc le volume immergé sur le volume total égale à ρ de la glace sur ρ de la mer. C'est-à-dire le pourcentage du volume immergé. Le pourcentage du volume immergé. Après tout calcul fait, on a les deux données. C'est un calcul ρ de la glace divisé sur ρ de la mer égale à peu près 0,97. C'est-à-dire, il reste seulement 3% en dehors de l'eau de la mer. Quel sera F si la glace avait une forme cubique? C'est une question assez directe qui nécessite seulement de faire l'attention. La formule de F, il dépend seulement de les deux masses volumiques, l'une de la glace et l'autre de la mer. Il ne dépend pas de la forme. Ici, quel sera F si la forme est cubique? N'a rien de sens. Donc il reste le même. Donc F, il ne dépend pas de la forme. Donc F reste le même. Pas de changement de la forme cubique. Je souhaite que vous avez assimilé un peu ces notions. Troisième application, c'est une application très très répandue dans l'industrie. C'est une installation qui permet d'accélérer l'écoulement. Qui permet d'accélérer l'écoulement. On réalise ce qu'on appelle un convergente. L'écoulement qui passe par cette section, c'est une grande section, qui passe par cette convergente, et à la fin, on a V2 qui est supérieur à V1. V2 qui est supérieur à V1. Deuxième question, calculer le rapport des rayons R1 et R2. Sachant que la vitesse, on veut accélérer la vitesse V2 égale à 4 V1. V2 égale à 4 V1, il est donné. Très bien, on efface cet exercice. Puisqu'il s'agit d'un écoulement, les vitesses, les rayons, ainsi de suite, les rayons, c'est-à-dire les sections, on va parler de ce qu'on appelle de débit. Voilà. Donc, ce que nous avons, vous avez l'équation de conservation de débit, qui est V égale à S1 fois V1, égale à aussi S2 fois V2. S1, puisqu'il s'agit d'une forme cylindrique, c'est-à-dire que la section égale à PD1 au carré sur 4, PR1 au carré égale à fois V1, égale à aussi PR2 au carré fois V2. Voilà. Nous avons une donnée dans l'énoncé de l'exercice que V1, sachant que V2 égale à 4 V1. L'équation de débit, cette équation devient donc R1 sur R2, d'après cette équation,
R1 sur R2, R1 sur R2 égale à, on peut appeler là, égale à V2 sur V1 avec 1 sur 2. Parce que ici nous avons égal, puisque V2 égale à 4 V1, égale à 2. Pour réaliser que la vitesse V2 est supérieure à 4 fois V1, il faut que les rayons R1 est doit être deux fois supérieur à R2. Voilà, donc le rapport R1 sur R2 égale à 2. Deuxième, calculer R1 moins R2. Calculer R1 moins R2 en fonction de L de la géométrie. Voilà. On a, c'est une forme de géométrie tout simplement. On a cette convergente. Voici R1, voici R2. R1 moins R2, c'est-à-dire cette donnée. R1 moins R2, cette cote. On a ici un angle alpha. Un angle alpha. Ici, la longueur de la conduite convergente, L. Ici, c'est L. L. Voilà. C'est un calcul assez simple. Tangente alpha égale à cette cote sur celle-là. R1 moins R2 sur L. R1 moins R2 sur L égale, on veut R1 moins R2. R1 moins R2 égale à L tangente alpha. Application numérique, nous avons alpha, nous avons alpha qui égale à 1, donc ça compte tangente 15. Donc L égale à R1 moins R2 fois sur tangente alpha. Jusque-là, donc vous pouvez faire une petite application numérique. Puisque R2 égale à 2, donc R1 égale à 2 de R1 moins R2, de R2 moins R2 sur tangente de 15 égale à R2 sur tangente 15. R2 c'est-à-dire 25 sur tangente 15. Toujours laisser l'application numérique jusqu'à la fin. 25 divisé sur tangente 15. Donc la longueur de la conduite égale à une virgule. Voilà, jusque-là, je souhaite que vous avez consolidé les connaissances requises pendant la séance des cours. Je vous souhaite une bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah, pour la deuxième cours de la mécanique des fluides, la partie de l'hydrodynamique et avec la fameuse équation de Bernoulli. Bonne chance.